Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Immédiat Politique. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va partir en voyage aujourd'hui autour des mots. Les mots du quotidien, les mots professionnels, les mots du politique. Essayer de comprendre pourquoi ils nous habitent depuis toujours, pourquoi ils nous concernent, pourquoi ils nous font vibrer. Pourquoi parfois on a aussi du mal à trouver les bons mots. Voilà ce que je vous propose pendant quelques instants. Et pour partir en voyage avec nous aujourd'hui, j'ai 3 invités. On est très heureux de les avoir. Je vais commencer à ma gauche. Céline Guarneri, vous êtes autrice et consultante en communication. Vous nous parlerez des mots de tous les jours et puis des mots de l'écrivain. Comment est-ce que l'écrivain se penche sur les mots, trouve le mot juste. Ça, c'est toujours un grand mystère pour ceux qui lisent. Sonia Vignon, vous dirigez une agence qui s'appelle Oxymore and More. Alors, vous êtes sémanticienne, c'est ça ? Linguiste sémanticienne. Rien que ça, normalement, on peut faire une émission dessus, mais on verra si on parle de ce mot et on l'explique. En tout cas, vous allez nous parler un peu de l'origine des mots, du pourquoi les mots, de leur impact aussi. Et vous travaillez notamment beaucoup avec des entreprises qui réfléchissent à leurs problématiques de marque et aux mots et à l'empreinte qu'ils laissent aux consommateurs que nous sommes. Laurent Geoffray, on va parler avec vous de la politique. Vous dirigez une structure que vous avez créée il y a quelque temps, Stratégie et Langage. Vous avez accompagné de nombreux hommes et femmes politiques et on va parler du politique, mais aussi peut-être des mots du politique un peu abîmés, parce que typiquement aujourd'hui, on le voit, ce sont des mots parfois complexes ou qu'on n'écoute pas de la même manière que les mots d'amour ou les mots du quotidien. Sonia, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'il y a derrière le sens des mots ? Est-ce que l'étymologie et le sens des mots, c'est la même chose, par exemple ? Alors non, pas du tout. L'étymologie, c'était le sens racine. C'est comment on a construit le mot, dans quel but et dans quel sens. Et le sens des mots aujourd'hui, finalement, c'est bien ce qu'on met derrière nous. Déjà, c'est très personnel. Et puis, je pense qu'en effet, je vous donne 2-3 exemples. Vous allez vite comprendre que les mots ont perdu leur sens. Par exemple, ah mademoiselle, vous êtes charmante. Charmante. Au départ, c'était un mot magnifique. Alors, charmer, il y a quelque chose d'ensorcelant, c'est magique, on est de l'ordre de la fée, hein, quand même. Hein. Bon, dans le métro à minuit, moins, déjà. C'est-à-dire que les mots sont toujours à replacer quelque part dans leur contexte et dans leur usage ou est-ce que ça dépend de la personne qui prononce les mots aussi, peut-être, par exemple ? Ça dépend de la personne, ça dépend du contexte et ça dépend aussi un peu de l'ambiance du moment. Par exemple, en ce moment, la bienveillance, la résilience, la collaboration. Enfin voilà, il y a des mots comme ça en entreprise, sur LinkedIn, voilà, qui reviennent, qui ont été totalement vidés de leur sens. On ne sait plus. La confiance, typiquement... On est 4 là, on demande à chacun de nous 4, on n'a pas la même définition de la confiance. C'est-à-dire que les mots ont un sens, mais pas le même sens pour tout le monde, quelque part. Exactement. Alors, chacun y met son sens. Dans votre activité quotidienne, je disais, vous conseillez un certain nombre d'entreprises, des clients. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les gens, quand ils vous font réfléchir aux mots ? Et est-ce qu'ils ont toujours l'impression que c'est utile de réfléchir aux mots ? Est-ce qu'ils mesurent l'importance des mots ? Mais le mot, au départ, c'est ce qui fait de nous des humains. C'est ce qui permet qu'on se relie et qu'on communique. C'est ce qui permet qu'on ait une interaction avec l'autre qui ne soit pas juste sur le non-verbal, sur le charnel éventuellement, sur ce genre de choses. En entreprise, alors j'ai cette chance-là, forcément, s'ils viennent travailler avec Oxymore, c'est qu'ils sont déjà un peu au fait de la réalité qui est on a besoin de dire autrement. Mais c'est pas juste pour dire autrement, c'est pour dire vrai. On a eu une communication, notamment dans les années 90, alors, tout le monde ici n'a pas connu les années 90 évidemment, mais pour ceux qui ont connu, on a eu une communication, enfin, la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu. C'était très drôle, c'était génial, ça n'a aucun sens. C'était la lessive qui lave plus blanc que blanc. Qu'est-ce que c'est plus blanc que blanc, du coup, transparent. Et donc, on avait à ce moment-là pas du tout besoin de sens. On était dans un truc d'humour et c'était percutant et c'est resté. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, on y est tous, hein, enfin, quand on a connu les années 90. Donc. Aujourd'hui, les entreprises, si elles faisaient ce genre de com', on leur dirait oui, mais le chocolat, il est vegan, il est bio, il est ramassé où ? Et puis l'aluminium, c'est pas bon, c'est pas biodégradable. Donc, il faut aller chercher du sens et donner aux collaborateurs du sens. Ah, mais ça, ce que vous racontez, c'est presque comme si on avait donné trop de sens aux mots, qu'on y mettait trop de choses. Est-ce que, Céline, quand l'écrivain travaille à un texte, à une histoire, etc., est-ce que vous êtes dans cette même logique ? Vous avez, une approche peut-être plus poétique, plus ludique du mot. Comment est-ce qu'ils vous viennent, les mots ?
Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'ailleurs que raconter une histoire? Pourquoi est-ce qu'on écrit d'ailleurs? Tiens. Je crois qu'il y a plusieurs motivations en fait à l'écriture. Il y a le besoin de partager une histoire qui peut être de l'ordre de l'intime, une histoire personnelle. Ça peut être aussi l'envie de vouloir expliquer un contexte, de vouloir apporter un témoignage sur une période de l'histoire pour des personnes qui auraient envie d'être plus dans un récit historique. C'est compliqué de répondre à la question parce que je pense que pour chaque écrivain, la réponse sera différente. Quand on entend parler des auteurs, contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Enfin, non. il y a beaucoup de discipline, de rigueur, de douleur. Est-ce qu'il faut d'ailleurs avoir souffert pour écrire, ou est-ce qu'on peut écrire uniquement dans la joie et dans le plaisir? Ça dépend. Je pense que ça dépend. Après, mais c'est vrai que l'acte d'écriture, le process d'écriture demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. C'est pour ça que quand on dit que être écrivain, ce n'est pas un métier, moi, ça m'irrite toujours un petit peu, parce que c'est un temps énorme. Et effectivement, ça peut être de la souffrance. Et je crois que c'est Daniel Pénac qui disait qu'à chaque fois qu'il terminait un roman, il tombait malade. Parce que le corps est aussi engagé autant que l'esprit. Donc, effectivement, c'est un mélange de plaisir et aussi d'effort, en tout cas, ça c'est sûr. Et donc, d'où ça vient cet attachement au mot, ce besoin d'écrire? Parce qu'on a tous, on disait, la nécessité de parler, de se raconter, il y a l'oralité, mais c'est différent d'écrire. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on consacre une grande partie de son temps à écrire? Est-ce que c'est parce que c'est plus fort que soi? Est-ce que c'est une nécessité? Oui, ça part d'une impulsion. Il y a effectivement, à un moment donné, moi je vois quand une histoire me percute, parce que c'est vraiment ça, je vis avec, je vais l'avoir en tête jusqu'à ce que ça sorte par la main. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'y penser et ça va être un peu en mode obsessionnel. Donc à un moment donné, il va falloir que je me mette à ma table d'écriture et que j'écrive effectivement cette histoire. Après, je pense qu'il y a aussi une dimension de vouloir partager aussi, d'être en lien, en fait, de créer du lien. Moi, je sais que toute petite, j'ai commencé à écrire parce que je me suis rendu compte que ça me permettait de toucher des personnes, en fait, d'aller vers elles d'une façon où je ne pouvais pas forcément peut-être le faire dans le face-à-face. Donc, en écrivant, j'arrivais à un peu pénétrer leur univers et à leur faire, en tout cas, partager. Alors, s'il y a un domaine où c'est très important, hein, les mots comptent beaucoup, puisque on va retomber sur à la fois l'art de l'éloquence, de la rhétorique, etc. C'est l'univers politique. On a l'impression que la politique, elle est née, je veux dire, notre démocratie, elle est née à travers et avec les mots. C'est vrai que la rhétorique et la démocratie ont été inventés à peu près à la même époque, avec le théâtre d'ailleurs, avec l'histoire, avec un paquet de choses, mais les Grecs étaient quand même plutôt forts. Alors, est-ce que la communication politique a été inventée à cette époque? Ça se discute. Je faisais une boutade tout à l'heure sur les Égyptiens, que les Égyptiens finalement, ils avaient le sphinx et les pyramides. C'était un genre de communication politique. Mais par contre, le discours, on imagine, avait beaucoup moins d'importance à l'époque dans le processus de validation du pouvoir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les mots utilisés par les politiques sont plus aussi efficaces ou sont vidés un peu de leur sens ou sont moins crus? À quoi c'est lié tout ça? Alors je pensais, il y avait un exemple qui me venait quand vous évoquiez le pouvoir des mots, c'est les mots qui consolent. Il y a des fois des drames qui nous saisissent et on a du mal à trouver les mots. Et ça peut être des drames collectifs. Et je pensais à un épisode encore un peu récent dans les mémoires, c'était les attentats de Charlie. Et la formule « je suis Charlie » a joué le rôle finalement de mots magiques, de mots consolateurs qui ont permis à tout le monde de savoir quoi dire, savoir quelle attitude avoir. Et donc c'était des mots très puissants. Je sais que vous n'êtes pas un fan de tout ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle les éléments de langage. Est-ce que parce que justement c'est trop neutre, trop lisse et qu'on n'a plus de connexion à l'authenticité de la politique? Les éléments de langage, c'est quelque chose qui est nécessaire et opérationnel. C'est pas très drôle à dire, mais si vous avez une équipe gouvernementale et que si vous leur dites pas, une équipe municipale d'ailleurs, hein, et que vous leur dites pas sur tel sujet, voilà nos positions, et vous tenez compte, vous avez votre petite fiche dans un coin quand vous répondez à des questions de journalistes, et vous vous retrouvez avec une cacophonie de façon quasi automatique. Je ne conseillerais pas ça. Ensuite, c'est vrai que quand on détecte les éléments de langage, parce que les gens se relaient sur les radios pour dire la même chose au mot près, ça fait un effet qui est pas très favorable. Comme quoi la communication qui est de la répétition, c'est pas toujours vrai. Et alors, dans le monde de l'entreprise, est-ce qu'il y a le même dévoiement des mots? Est-ce qu'ils sont aussi abîmés ou comment est-ce qu'ils sont travaillés? C'est exactement la même chose. En fait, la réalité, c'est que quand on entre dans une entreprise, c'est un peu comme si on intégrait un pays.
Nous, dans mon entreprise, on est devenu un pays, on est en oxymorie, et donc on est tous citoyens oxymoriens, mais c'est pas pour rien qu'on a fait ça, c'est parce que c'est ce qu'on défend. C'est-à-dire de dire, quand on entre dans une entreprise, c'est comme si on entrait dans un pays, donc la première chose à faire, c'est d'en apprendre la langue, les codes, et c'est ce qu'on va chercher, nous, quand on accompagne les entreprises, c'est leur identité textuelle, leur identité sémantique. Et c'est exactement ça, c'est de dire, les mots ont déjà été utilisés, évidemment, tous, tout le temps, mais comment on les utilise pour que ce soit les nôtres, qu'on se les approprie, et à la limite, on va les sélectionner, c'est vraiment une question de nuance et de choix, le mot qui nous correspond et qui dit vraiment qui nous sommes. Quand on écrit, j'ai l'impression que l'écrivain, face à sa feuille, qui a quelque chose à raconter, ou l'auteur, il a moins de contraintes parce qu'il a quelque part moins de clients, mais est-ce qu'on écrit pour son public? Est-ce qu'on écrit d'abord pour soi? Comment est-ce qu'on trouve les mots? Est-ce qu'on pense aux gens qui vont vous lire, ou on écrit d'abord pour soi, par exemple? Personnellement, moi, j'écris d'abord pour moi. Après, je pense que la motivation, là encore une fois, elle dépend, elle est variable en fonction de chaque écrivain. Un auteur de best-seller, il va effectivement réfléchir à la logique du public et de son public. Pour pas décevoir ou tromper son public. Voilà, son public. Je n'ai pas encore ce public-là. Donc ça viendra, je n'ai pas ce genre de logique encore, je ne m'impose pas cette contrainte. Non, vraiment, en ce qui me concerne, quand j'écris, c'est quelque chose qui est plus fort que moi. Il y a une spontanéité, un jaillissement, effectivement, qui est là et qui est quasi, oui, comme je disais tout à l'heure, obsessionnel. Et après, je me laisse porter, je me laisse guider. Effectivement, je ne fais pas partie des bons élèves qui vont faire un plan, établir vraiment tout ça. Il y a plein de manières d'aborder un peu. Chacun accouche chaque personnage. Il y en de a qui son sont histoire. Très structurés, j'admire énormément, qui ont des tableaux. Je crois que c'est Guillaume Musso qui fait ça. Non, moi, j'avoue que je me laisse vraiment porter. J'ai toujours le début et la fin. Ça, par contre, c'est indispensable. Il faut absolument que je sache comment je vais terminer. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les bons discours. On explique toujours qu'il faut avoir un début impactant, une accroche possible, et puis une fin qui est le message. Qu'entre les deux, il se passe des choses, mais qu'il ne faut pas rater ni son entrée, ni sa sortie, quelque part. Est-ce que les réseaux sociaux, notamment, ont bouleversé la manière soit d'utiliser certains mots, soit de les assembler ensemble? Est-ce qu'on parle ou est-ce qu'on écrit de la même manière aujourd'hui qu'il y a quelques années? Comment est-ce que vous voyez cette Alors je dirais que les réseaux sociaux ont joué un rôle de révélateur, parce que le problème du politique, de la communication politique, et si la communication politique a si mauvaise presse, c'est que en fait, le politique a son langage et a tendance à parler à ses pairs, c'est-à-dire c'est une pièce, souvent, de la politique où les spectateurs et les acteurs sont les mêmes, un petit groupe de journalistes, et finalement ils parlent une langue qu'ils comprennent entre eux et qui est peu accessible au reste de la population, singulièrement aux électeurs, qui vont avoir tendance à déserter du coup. Les réseaux sociaux, à un moment on a dit aux politiques, il y a eu une injonction, allez, il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut être dans l'interactivité, etc. Et ils ont commencé à faire ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire leur discours formaté qu'ils ont mis, tiens, il va falloir peut-être réduire, parce que 180 signes, non, ça ne tient pas. Ils ont commencé à devoir s'adapter aux réseaux sociaux et au ton. Donc il y a eu une évolution. Il y a aussi des générations de nouveaux politiques qui sont nés, qui ont émergé avec les réseaux sociaux. Moi, je sais que je suis un grand observateur de la scène politique américaine, parce que elle nous annonce beaucoup de choses qui vont arriver chez nous, pour le meilleur et pour le pire. Et voilà, on a deux exemples. On a Trump qui est le pire, on peut le dire, et dans l'usage des mots en particulier. C'est ce que je n'ai pas de statistiques sur le nombre de mots qu'il utilise, mais on ne doit pas être très loin en richesse de vocabulaire. Voilà. Et puis on a aussi alors je citais Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une jeune élue de New York qui vraiment a émergé grâce aux réseaux sociaux, dont elle maîtrise parfaitement les codes. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fond, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. Attention, au contraire, moi je dirais que arriver à dire des choses qui ont du sens en un nombre de signes réduit, c'est un bel exercice de concision, de synthèse, et puis je veux dire, pour qu'on n'en oublie pas la substance, il faut que ça soit dense, quoi. Ça, je sais que c'est quelque chose auquel vous tenez, Sonia Vignon, ce lessise-mort, c'est-à-dire que quelque part retrouver l'essence des mots, ce qui est peut-être paradoxal. Je ne sais pas si l'auteur fait pareil ou l'autrice fait pareil. Est-ce qu'on met moins de mots, plus de mots? Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que
less is more, c'est-à-dire que plus on va vers la simplification, plus on va vers l'efficacité. C'est ça. Mais déjà, mot juste et juste mot. Si je choisis bien mon mot, j'ai pas besoin d'en mettre 15. C'est la règle de base. On a la chance, vous l'avez dit, 60 000 mots, on a la chance d'avoir une possibilité de nuance. Donc c'est intéressant de l'utiliser. Maintenant, notamment par rapport aux auteurs, ce que vous disiez tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire que personne n'écrit de la même manière. Donc finalement, le mot, le nombre de mots et la ponctuation, les virgules, les points de suspension, les temps longs, les respirations, le rythme, c'est une empreinte aussi. Donc c'est pas juste plus ou moins, c'est vraiment être soi-même. Moi, je ne sais pas faire court. Voilà. Et donc, je vais en effet avoir besoin de mettre des virgules. Il faut être dans son style et dans son naturel. En fait, c'est ça. Il faut s'autoriser. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se réautoriser à être les mots qu'on utilise et à les incarner et à se définir par eux, même dans la rythmique. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'on est dans une société où il faut aller de plus en plus vite, communiquer de manière très courte, faire simple, et est-ce que le roman, ou quelle que soit d'ailleurs la forme littéraire, c'est pas un des derniers espaces de liberté où on peut, y compris, en rajouter, etc. Oui, l'écriture de toute façon est un temps qui se dilate. En fait. Pour moi, il y a cette forme de suspension, de temps de suspension qui est nécessaire et qui est incontournable quand on écrit en fait. Parce que écrire, c'est effectivement utiliser des mots, mais aussi c'est jouer avec le silence. En fait, il y a les deux. Et pour moi, la littérature qui va pouvoir, je pense, toucher un public, c'est celle qui va jouer avec les mots, mais aussi avec ces moments de silence. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois, Céline Guarneri, Sonia Vignon, Laurent Geoffrey, pour ce petit bout de voyage dans différents univers, à la fois politique, entreprise et les mots de tous les jours et les mots du quotidien. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur Immédiat Politique. Au revoir.